Bonjour, bienvenue sur SRTV dans notre émission Bourse où les gérants de fonds viennent nous présenter, proposer leurs valeurs préférées, leurs convictions. Aujourd'hui, c'est Florent Martini, directeur de la gestion chez Trecento Asset Management que nous recevons. Florent, bonjour. Bonjour Stéphane. Commençons peut-être deux mots sur votre maison, Trecento Asset Management. Alors, Trecento Asset Management, c'est une société de gestion entrepreneuriale qui a été fondée en 2012 par Alice Labou. Que vous avez déjà reçu ici, oui. Voilà, donc qui propose des véhicules d'investissement sur des thématiques qui sont en croissance structurelle. Donc, on a deux fonds, un qui est sur la santé, sur la thématique de la santé, un deuxième sur la thématique de la robotique et de l'intelligence artificielle. Et Trecento propose également des solutions de gestion d'épargne salariale. Et il y a 1 an et demi, 2 ans, a ouvert la gestion privée, donc gestion de compte titres, de PEA, de contrats assurance vie et contrats de capitalisation à destination d'une clientèle privée. Et donc c'est un nouvel axe de développement pour Trecento. D'accord. Ouais. Alors, première valeur que vous avez choisi donc de nous parler aujourd'hui, c'est un mastodonte, hein, c'est le plus gros laboratoire pharmaceutique, 540 milliards de capitalisation, c'est Eli Lilly, l'américain. Oui, l'américain Eli Lilly. Donc Eli Lilly a été fondé par une personne qu'on appelle le colonel Eli Lilly. Et qui est dénommé ainsi parce qu'en fait, il a été un acteur important de la guerre de sécession aux États-Unis, mais qui avait fait par ailleurs en fait des études de pharmacologie et de chimie. Et donc, il a fondé cette société qui est un mastodonte, comme vous dites, le plus grand laboratoire pharmaceutique du monde, qui est en fait sur des domaines comme le diabète, l'oncologie, l'immunologie, mais aussi la neuroscience. Et d'ailleurs, l'entreprise est très connue dans la neuroscience pour un médicament qui a été un blockbuster énorme, qui est le Prozac, mais aussi pour son développement dans le diabète. Ça a été un acteur majeur du diabète, puisque ça a été la première entreprise en fait, à commercialiser l'insuline. Et c'est le premier laboratoire pharmaceutique en termes de capitalisation boursière, comme vous l'avez dit, et c'est 34 milliards de dollars de chiffre d'affaires aujourd'hui. Pourquoi vous croyez au potentiel de cette valeur? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, Eli Lilly, c'est une histoire qui tourne autour du diabète. Comme je l'ai dit, c'est un acteur pionnier dans le diabète et ça a été un acteur qui a innové pendant tout le long de sa durée de vie dans le diabète. Et récemment, en fait, ils ont découvert ce qu'on appelle les agonistes de GLP-1. Donc GLP-1, c'est pour glucagon-like peptide. En fait, c'est une hormone qui est sécrétée par l'intestin grêle et qui, en fait, permet, on s'est rendu compte qu'il pouvait réguler la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Et donc, ça a été un développement majeur pour l'entreprise et dans le domaine du diabète, avec un avantage concurrentiel qui était énorme, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que cette hormone-là, elle permettait, si vous voulez, elle était beaucoup plus efficace que les autres traitements. Il y avait une administration qui était beaucoup plus facile d'utilisation pour les patients. Donc en fait, on est sur un leader mondial du diabète. Le produit est commercialisé, on n'est pas sous AMM. Enfin, l'AMM, non, ça c'est commercialisé. Donc ce produit-là, il s'appelle le Mounjaro, qui est hyper connu. C'est 46% des ventes de Eli Lilly aujourd'hui. Et il faut savoir que sur le diabète, aujourd'hui, il y a 530 millions de personnes qui sont diabétiques dans le monde. On projette à horizon 2050 qu'il y en aurait 1,3 milliard, donc c'est un marché qui est colossal. Et surtout, si vous voulez, il y a la moitié des personnes qui sont diabétiques qui n'ont pas conscience de leur diabète, qui ne sont pas diagnostiquées. D'accord, donc il y a un potentiel de croissance, mais c'est peut-être dans les cours déjà au niveau valeur. Alors, ce potentiel-là, effectivement, il est un petit peu dans les cours, mais c'est toujours un potentiel de croissance et ça offre une grande visibilité à l'entreprise. Mais la deuxième relais de croissance, c'est qu'on a trouvé que ces GLP-1, ces agonistes de GLP-1, en fait, ils ont d'autres vertus, et notamment sur la perte de poids. D'accord. Et donc, le marché de l'obésité. Voilà, il y a tout un nouveau marché qui s'ouvre pour Eli Lilly, qui est le marché de l'obésité. Donc on s'est rendu compte que ces GLP-1, ils permettaient de faire perdre entre 15 et 20% de la masse corporelle des patients, ce qui est
vraiment pas négligeable. Donc voilà, il y a un nouveau marché qui est absolument colossal qui s'ouvre pour Eli Lilly. Mais là, on est encore en études cliniques peut-être sur ce Alors là, sur celui-là, chez Eli Lilly, on est encore en études cliniques, mais la phase 3 devrait tenir ses conclusions à la fin de l'année. D'accord. Par contre, chez Novo Nordisk, qui est le concurrent numéro 1 d'Eli Lilly, là, il y a le médicament qui est en commercialisation, qui s'appelle Wegovy. Et donc, Eli Lilly, comme c'est la même hormone, en fait, on pense que les probabilités que cette phase 3 sorte positivement, elles sont extrêmement fortes. D'accord. Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'étant donné qu'il y a pas mal d'incertitudes autour de comment ça va se passer pour la commercialisation de ces traitements-là, comment, si vous voulez, les gens vont adopter ce traitement-là, comment il va être administré, est-ce que ça va être de manière chronique, est-ce que ça va être de manière plutôt intermittente. Il y a pas mal d'incertitudes et du coup, si vous voulez, les analystes, ils ont beaucoup de mal à estimer le marché adressable de l'obésité. Aujourd'hui, les analystes, si vous voulez, ils disent que il y aurait à peu près 15 millions de personnes qui prendraient ce traitement-là à horizon 2030. Il faut savoir que rien qu'aux États-Unis, il y a 40% d'adultes qui sont en situation de surpoids, voire en obésité. Donc ça représente à peu près 90 millions de personnes. Et donc rien que sur les États-Unis, il y a un marché potentiel de 90 millions de personnes. Aujourd'hui, voilà, il nous semble que les attentes des analystes, elles sont assez conservatrices. Un réel attrait. Et donc, il y a un vrai marché qui est assez énorme. La troisième étape, et qui est très importante, c'est que l'obésité, comme vous le savez, a beaucoup de comorbidités. Les accidents cardiovasculaires, l'ostéoarthrite, les maladies rénales, l'apnée du sommeil. Puis un inconfort. Voilà, et puis un inconfort général. Et donc, si vous voulez, depuis quelques mois, depuis plusieurs trimestres, Eli Lilly et Novo Nordisk s'évertuent à faire des études qui démontrent que en fait, ce traitement contre l'obésité aurait d'autres vertus in fine. Notamment, Novo Nordisk a sorti une étude au mois d'août qui a fait un grand bruit dans l'industrie pharmaceutique qui s'appelle SELECT, où en fait ils ont prouvé qu'en prenant leur traitement Wegovy contre l'obésité, il y avait à horizon 12-18 mois 20% d'accidents cardiovasculaires majeurs en moins. Et donc là, ils ont sorti une autre étude qui s'appelle FLOW sur les maladies rénales. Ils ont prouvé également une efficacité sur les maladies rénales. Il y a d'autres études qui sont en cours sur tout ce qui est ostéoarthrite, tout ce qui est apnée du sommeil chez Eli Lilly. Et donc, si vous voulez, étant donné les économies qu'on va pouvoir faire par ailleurs au niveau des régimes de santé et l'efficacité qui commence à être prouvée de ces médicaments-là, on croit que les payeurs n'auront pas le choix que de rendre éligibles ces traitements-là au remboursement. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'histoire sur ces sociétés-là. Alors, deuxième valeur, c'est toujours américain, c'est ce qu'on appelle un conglomérat américain, c'est Parker Hannifin. Alors, Parker, c'est une société qui a été fondée en 1917 par Arthur Parker, qui est un ancien directeur de chez General Electric, qui avait en fait inventé une vanne hydraulique. Et il s'est dit, pourquoi je ne ferais pas ma société pour exploiter cette vanne hydraulique tout seul. Donc il a fondé sa société qui s'appelait Parker. En fait, il s'est rapproché au bout d'un certain temps de la Hannifin Manufacturing Company. Et donc c'est devenu un conglomérat, Parker Hannifin, qui a marché énormément par croissance externe. À date, en fait, on considère qu'il y a que Parker a acheté 150 sociétés. Donc, mais dans différents secteurs alors plutôt dans le secteur industriel, mais de manière très diversifiée. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, il y a deux segments principaux. Le premier, c'est ce qu'ils appellent industrie diversifiée. Donc là, vous avez des solutions de mobilité, de l'automatisation industrielle, des solutions de filtrage, donc c'est filtrage d'air, filtrage d'eau. Périmètre mondial ou vraiment accès américain? Alors c'est 70% États-Unis et après le reste c'est le reste du monde. Et le deuxième segment de Parker, c'est la division aéronautique qui a pas mal grossi ces derniers temps puisqu'ils ont fait une acquisition qui était majeure qui s'appelle Meggitt et donc qui est un équipementier aéronautique britannique. Qu'est-ce que vous appréciez dans cette valeur? Alors ce qu'on aime beaucoup, c'est déjà le fait qu'on soit sur des activités qui sont extrêmement diversifiées. Il y a énormément de clients finaux, énormément de marchés finaux.
Et donc, si vous voulez, quand il y a un secteur, un segment, un client qui va moins bien, on peut se rattraper par ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu une réorganisation du portefeuille d'activité de la part de Parker ces dernières années et qui s'est beaucoup accéléré ces dernières années. Et en fait, le management s'est évertué à rendre la société déjà plus rentable d'un point de vue opérationnel. Et puis surtout, il s'est évertué à rendre le profil de la société beaucoup moins cyclique. Et donc, c'est séparé d'activités qui étaient très cycliques, très short cycle, finalement, pour se concentrer sur des thématiques plus séculaires, de croissance plus long terme, avec plus de visibilité. Et aujourd'hui, là, le CEO le disait à la dernière publication de résultats, en fait, les carnets de commandes de Parker, le temps des commandes se sont énormément allongés. Donc, on est sur une entreprise qui a aujourd'hui beaucoup de visibilité, qui est dans le domaine industriel, mais qui a énormément de visibilité. Au niveau valo, on est cher ? Alors, on n'est pas hyper cher parce qu'on se paye 12 fois les bénéfices, donc c'est très correct. Alors, c'est un petit peu plus cher que des industriels cycliques, mais voilà, la prime, elle se fait sur le fait qu'on ait beaucoup de visibilité sur cette boîte-là. Il y a un troisième point qu'on aime beaucoup sur cette boîte, c'est qu'il y a un track record en termes de fusion-acquisition qui est très fort. Je vous ai dit, ils ont fait 150 acquisitions, donc ils ont vraiment l'habitude, voilà, ils ont vraiment l'habitude d'intégrer des sociétés. Et en général, si vous voulez, les acquisitions, elles sont extrêmement relatives pour la marge tout de suite. Et puis, Parker a montré sa capacité à se désendetter extrêmement rapidement. Ils ont fait 2 acquisitions majeures, par exemple, en 2017 et en 2019. Où ils ont divisé par 2 leur endettement en 2 ans. Donc c'est des gens... En faisant quoi, des ACA, des augmentations de capital ? Non, pas en faisant des acquisitions, juste en rentabilisant extrêmement rapidement les sociétés. Voilà. Et puis voilà, il y a le fait qu'ils sont aujourd'hui exposés à des thématiques séculaires, l'automatisation industrielle, l'électrification, on voit bien que le monde s'électrifie, la transition énergétique, il y a beaucoup de domaines d'investissement qui sont très importants. Comme je vous ai dit, c'est 70% US. Aujourd'hui, en termes macro, on pense que le sweet spot il se situe aux États-Unis. C'est l'endroit qui va le moins ralentir, en tout cas le moins vite en termes économiques aujourd'hui. Et puis, il y a surtout cette énorme relance budgétaire qui est faite par Biden via l'Inflation Reduction Act. Et Parker va bénéficier énormément de cette relance-là, puisqu'elle est exposée à toutes les thématiques en fait, qui sont au sein de cette loi-là. D'accord. Alors, la troisième valeur, est-ce qu'elle aussi elle est exposée à l'ERA ? Donc, c'est Arista Networks, c'est un concepteur de réseau haut de gamme. Tout à fait. Alors, Arista Networks, c'est une société qui a été fondée par 3 anciens ingénieurs de chez Cisco en 2004. Et en fait, les fondateurs, ils se sont dit pourquoi on ne ferait pas, nous, notre entreprise. Et le but, ça serait d'inventer un commutateur qui serait beaucoup plus performant que ce qui existe sur le marché. Et donc, ils ont sorti leur premier commutateur en 2008. Et en 2010, en fait, ils ont eu un produit qui a fait un tabac, puisqu'il était 6 fois plus efficace que les autres commutateurs qui étaient sur le marché. Donc ça leur a permis de gagner énormément de parts de marché et de devenir un acteur majeur aujourd'hui de la conception de matériel de réseau haut de gamme. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a 2 divisions. Il y a vraiment les produits, donc tout ce qui est commutateur, tout ce qui est réseau câblé. Donc on est vraiment dans la connectique et la connectivité des réseaux informatiques. Et notamment des data centers, c'est ce qui va nous intéresser. Et après, il y a une deuxième... Ils rentrent en concurrence avec leur ancien employeur, alors du coup, Cisco. Ils sont tout à fait en concurrence avec leurs anciens employeurs. Et le deuxième segment, ce sont les services. Donc là, c'est plutôt de la maintenance, du support et de la formation à destination des entreprises. Et pourquoi vous croyez au potentiel ? Alors, déjà, il y a le fait qu'il y a toujours une croissance sur l'univers du cloud qui a des perspectives impressionnantes. On a vu les résultats de Microsoft, d'Amazon, de Google, qui étaient un peu en dessous, mais qui quand même affichent des perspectives qui sont énormes. Mais justement, tout le monde, entre guillemets, n'est pas déjà équipé. Il faudrait peut-être attendre une rupture technologique ou un vieillissement. Voilà, bon, déjà, sur le cloud, si vous voulez, comme vous dites, il n'y a pas tout le monde qui est équipé. Il faut continuer l'équipement. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 600 millions de dépenses de cloud pour les équipements de cloud qui sont faites. Et on estime qu'à horizon 2030, il y aurait 1000 milliards de dépenses de cloud qui sont faites. Donc, il y a toujours une vraie croissance à ce niveau-là. Le deuxième relais de croissance, il vient évidemment de l'intelligence artificielle.
et la démocratisation de l'IA qui est intervenue avec OpenAI, qui a fait un énorme succès. Et donc, à ce niveau-là, on sait que l'intelligence artificielle demande énormément de données pour produire des algorithmes d'IA et a besoin de capacités de calcul qui sont énormes. Et donc, si vous voulez, sur les data centers, donc tout ce qui est hébergement de données, on a besoin encore plus accélérer sur la connectivité et des ressources supplémentaires. Voilà, des ressources supplémentaires pour Arista. Donc voilà, il y a encore un nouveau relais de croissance qui arrive pour la société. On l'a vu lors de la publication des résultats, on avait un petit peu peur, si vous voulez, d'optimisation de dépenses sur le cloud depuis le début de l'année. Finalement, ça s'est extrêmement bien passé pour Arista. Et puis, le dernier point, c'est qu'on est sur un acteur qui a un avantage concurrentiel majeur, puisque c'est un leader technologique dans son domaine, devant Cisco, devant les anciens employeurs des fondateurs. Et donc, on est sur une entreprise qui, alors je précise qu'il y a l'Investor Day qui se tient demain, donc ça peut un petit peu influencer le cours de la valeur. D'accord. De manière plus globale, comment vous voyez l'évolution donc, des marchés, alors pas sur la fin de l'année, puisqu'on y est presque, mais sur le premier semestre 2024 ? Alors, bon, déjà, je pense que le gros sujet du marché, c'est les banques centrales. Ce qu'on peut dire d'un point de vue macro, c'est que d'un point de vue de l'inflation, je crois qu'on peut commencer un petit peu à la regarder dans le rétroviseur. En Europe, ça me paraît assez clair. Ce matin, il y avait de nouveau des publications des chiffres d'inflation en Allemagne qui se situent autour de 3%. Ce qui est très intéressant également, c'est que sur la dernière publication d'inflation en zone euro, vous avez toutes les composantes qui décélèrent. Vous la voyez refluer un peu. Donc voilà, on voit l'inflation qui a déjà reflué et qui va probablement continuer à refluer. Aux États-Unis, c'est la même chose. Si on regarde moi, j'aime bien regarder un indicateur de la Fed d'Atlanta qui s'appelle le Sticky CPI. Donc c'est un peu l'inflation collante, si vous voulez. Ce sont les composantes qui montent le plus quand ça monte et qui baissent le moins quand ça baisse. C'est volatile. Et donc ce Sticky CPI, il marque une décélération séquentielle depuis plusieurs mois déjà. Donc on voit que l'inflation... On ne dit pas que le combat contre l'inflation est complètement gagné, mais en tout cas, il est vraiment bien en cours. On voit que de part et d'autre de l'Atlantique, surtout en Europe, un petit peu en Chine qui a du mal à redémarrer, on va plutôt vers une économie plutôt morose. Alors on ne voit peut-être pas une récession forte, mais en tout cas, on va vers une économie qui est plutôt morose. Et ça, finalement, c'est un environnement qui est plutôt bon pour le marché, puisque probablement qu'on va avoir des discours des banquiers centraux qui vont être beaucoup moins agressifs que ces 2 dernières années. Et donc, on est plutôt optimiste sur le niveau des marchés. Alors, attention aux valeurs, il faut bien choisir les valeurs, c'est ça le plus important. On va aller vers des valeurs de qualité qui ont beaucoup de visibilité, parce qu'on est dans un environnement où on a peu de visibilité. Et on va surtout aller sur des valeurs qui ont des structures bilancielles qui sont saines, puisque on n'a pas encore vraiment vu, si vous voulez, l'effet des remontées de taux sur les refinancements des entreprises. Prudence avec la société très endettée. Voilà, donc on va plutôt aller chercher de la qualité et des gens qui ont de la visibilité, et aussi des valeurs de croissance qui vont performer si les taux se calment un peu, si le marché obligataire se calme un peu. Florent, merci d'être venu nous partager votre expertise et vos connaissances très pointues. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec un autre gérant spécialiste des marchés qui viendra nous partager ses expertises, ses connaissances, ses convictions.